Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas sur Dash TV. Nous sommes samedi, c'est notre rendez-vous avec vous, mesdames. Mais c'est une semaine dédiée entièrement à la femme, puisque nous sommes au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme, avec un accent particulier sur les droits. Oui, ce sont les droits qui sont mis en avant, mesdames. Et qui dit droit, nous pensons forcément à un droit fondamental, le droit à la santé. Pour ce numéro de Moi Femme, vous allez le voir, nos profils sur ce plateau sont dans les domaines, sont des professionnels de la santé. Et à partir de l'expérience sur le terrain, nous allons parler du désir d'avoir un enfant. Et lorsqu'on est séropositif, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on est une maman avec ce désir d'avoir un enfant? Nous parlerons également de vaccination. Ce qu'il faut savoir sur la vaccination, les bienfaits pour la maman et pour l'enfant. Mais avant, mesdames, messieurs, de vous présenter nos invités, de rentrer dans le vif du sujet, vous savez qu'à l'entame de chaque numéro de Moi Femme, nous marquons obligatoirement ce stop. Aux côtés des femmes qui ont fait l'actu, et c'est Joyce qui nous parle de ces dames. Bonjour Joyce. Hello Adrienne, and thank you very much. Welcome to another edition of Elphone Lecture. Today we are going to be starting with Aissatou Tall, who is a powerful advocate for women's rights and social change in West Africa. She is the founder of Tostan, a Senegalese non-governmental organization which has worked to improve education, human rights, and community development. Aissatou is equally best known for her efforts to end harmful practices like female genital mutilation and in the process helping women and children. Her dedication has earned her international recognition and awards. Through her leadership, she has become an inspiring figure in the society and beyond. Now I take you to Nigeria, where we meet Ngozi Okonjo-Iweala, who has made history as the first African and first woman to lead the World Trade Organization. She was the former Minister of Finance in Nigeria and has been a key political figure in global economic policy, championing trade reforms, economic development, and the COVID-19 vaccine equity. Now, with women championing the sports world, in Ghana, we have Abigail Kwetaka-Kweter. Defying social norms, she has become Ghana's first female world boxing champion, despite facing significant opposition from her family and the community for choosing a male-dominated sport. She has remained determined. Her persistence paid off in November 22 when she won the award for World Super Bantamweight title, defeating British boxer. Kweta's success has made her a role model for young women in her neighborhood, the society, and beyond Africa. Finally, I give you Queen Rima, the dynamic singer from Guinea who has quickly risen to fame with her unique blend of traditional West African music and modern dancehall. Her powerful voice and thought-provoking lyrics have earned her recognition across the continent. Recently, she won the prestigious Prix de Découverte in 2025, a significant milestone in her career. This award solidified her position as a rising African star. Beyond her music talent, Queen Rima is an outspoken advocate for women's rights and education. Through her platform, she speaks out against gender inequality and promotes empowerment. Her influence has made her a cultural ambassador for Guinea. Merci Joyce pour ce clin d'œil, merci pour tous ces profils de femmes qui ont fait l'actu de la semaine. Retournons sur ce plateau et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Esther Leke-Ara, qui est chef unité surveillance, suivi, évaluation, programme élargi de vaccination pour le littoral Cameroun. Bienvenue. Thank you very much, Adrienne. C'est un plaisir de vous avoir. Thank you. The pleasure is mine. En face de vous, nous accueillons également avec le même plaisir Miranda Ganava, point focal accompagnateur psychosocial VIH-Sida, également pour le littoral Cameroun. Bien sûr, merci. Bienvenue. Merci.
C'est un plaisir de vous avoir, surtout que nous parlons d'un aspect qui est parfois du fait du contexte et surtout plus ressenti dans des zones reculées, notamment qu'on va qualifier, puisqu'on parle de santé, on va les qualifier de désert sanitaire, l'accès aux soins de santé. Grâce à vous et grâce à votre expertise, mesdames, on va parler de deux aspects. Le VIH-Sida et la vaccination. Pourquoi le choix du VIH-Sida et la vaccination? Parce que nous pensons ici au moment. L'idée, justement, avec vous, Miranda, c'est de savoir, je suis maman séropositive, est-ce que mon désir d'enfant peut se matérialiser? Est-ce que c'est possible? Si je suis une maman séropositive, est-ce que je peux rêver comme toute maman d'avoir un enfant? D'accord. En tout cas, merci pour la question et merci de m'avoir invité à cette émission. C'est l'occasion, comme vous l'avez si bien dit, c'est la semaine de la journée qui est un prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme. Donc, on va s'adresser à nos sœurs, à nos mamans, à nos tantines et ainsi qu'à nos petites sœurs à la maison. Vous avez posé la question, est-ce qu'avec le VIH, il est possible d'être maman? Je dirais oui. Parce que dans le passé, c'est vrai, il y avait beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés, beaucoup de représentations sociales autour de la maladie, qui faisaient en sorte que certaines personnes qui vivaient avec cette maladie se disaient qu'il n'était pas possible d'être parent. Donc je viens ici pour démentir cela, c'est bien possible d'être parent avec le VIH-Sida. Et lorsque vous allez dans des formations sanitaires, il y a tout un dispositif de soins qui est mis en place qui permet à ce que vous soyez parent. Et il faut préciser qu'aujourd'hui, c'est rendu possible du fait de l'avancée de la recherche scientifique dans le domaine. Oui. Et les experts sont d'accord qu'une maman séropositive avec son désir d'avoir un enfant, les chances de contamination, lorsqu'on n'est pas traité, varient entre 15 et 30%. Mais aujourd'hui, avec l'avancée, lorsqu'on suit parfaitement son traitement, les chances sont carrément ramenées à 1%. Oui, très réduit. C'est dire, à ce moment-là, on parle de charge virale détectable ou indétectable. Là, ce sont les experts qui parlent. Mais revenons, si on parle d'enfants, on parle d'abord de grossesse. Maintenant, est-ce qu'il faudrait se faire un test? À quel moment faudrait-il faire un test? Est-ce qu'il y a un moment propice pour pouvoir faire un test de dépistage? Logiquement, lorsque la femme est enceinte, elle a des consultations prénatales. Et le programme national prévoit 8 consultations prénatales qu'elle doit faire. C'est le package de soins qui est offert à la femme enceinte. Donc la première, c'est pratiquement à 6 semaines et la dernière, c'est à 40 semaines. Parce qu'on suppose qu'à 40 semaines, la dame peut probablement déjà accoucher. Donc lors des consultations prénatales qu'on appelle CPN, lorsqu'elle arrive, il y a un ensemble d'examens qu'elle doit faire. Et parmi lesquels l'examen du VIH-Sida. Ça, c'est à 6 semaines. À 6 semaines. Donc, le premier contact avec la formation sanitaire ou avec le personnel soignant, elle a un ensemble d'examens à faire, parmi lesquels figure le VIH-Sida. Et lorsqu'elle fait son test de dépistage, s'il est négatif, bien sûr, on va continuer avec ce qu'on appelle le counseling. Donc, pour lui donner les mesures de prévention pour éviter qu'elle attrape la maladie au courant de sa grossesse. Bon, s'il s'avère donc que le résultat est positif, on va la mettre sur traitement. Et il y a un ensemble de dispositifs qui est prévu pour cela. Le personnel soignant qui sera en contact avec elle va lui administrer le protocole qui est prévu, notamment le traitement à base des antirétroviraux qui sont appelés couramment les ARV. Et ensuite, on va lui donner des orientations, des conseils pour qu'elle évite, au courant de sa grossesse, qu'elle évite de transmettre la maladie à l'enfant en anticipant pour l'allaitement. Il y a un mot qui me parle, le counseling. C'est dire qu'au-delà de l'aspect purement médicamenteux, il y a cet aspect psychologique qui entre aussi en jeu. Parce qu'il y a l'effet, je suppose, si la maman découvre peut-être son statut sérologique, je pense que sur le plan psychologique, il y a quand même un impact. Oui, justement, c'est pour ça qu'avant de faire le test, il y a d'abord ce qu'on appelle une première phase qui est le pré-consolé. Ça veut dire qu'on met la personne face à deux situations. Et si le test est positif, si le test est négatif. S'il s'avère que le test est positif, on rassure le client, on rassure la personne, parce que la maladie elle est d'abord psychologique avant d'être physique. Donc, on rassure la personne en disant que ce n'est pas une fatalité, parce que la science a évolué, comme vous l'avez si bien dit en introduction de vos propos, et la prise en charge, elle est réelle. Et après, quand on réalise le test, s'il est positif, on rassure également la personne en faisant ce qu'on appelle le post-consolé. Et je l'ai si bien dit, même s'il s'avère que c'est négatif, il faut toujours amener la personne à comprendre que le risque est là, le risque est présent, le risque est permanent.
on peut le contracter par les différents moyens de contamination qu'on pourra éventuellement évoquer lors de cet échange. Lorsqu'on parle de prise en charge pour les patients séropositifs déclarés, on parle de la prise des antirétroviraux. Est-ce que pour une maman, ça a un impact sur le fœtus, par exemple? Non, je dirais non, il n'y a pas d'impact sur le fœtus parce que s'il y avait eu des impacts, je pense qu'on devrait mettre un traitement adapté. Mais le traitement qu'on donne aux femmes enceintes est le même qu'on donne également à une personne adulte qui vit avec le VIH-Sida. Mais c'est juste les enfants qui ont un traitement particulier. Insistons un peu sur ces antirétroviraux. On sait à une certaine époque, c'était toute une panoplie de comprimés qu'on proposait aux patients. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Est-ce que dans les hôpitaux, par exemple, si je vais pour ces antirétroviraux, est-ce que je serai stigmatisée? Est-ce que forcément, ma prise de médicaments peut permettre aux gens de découvrir mon statut si je n'ai pas envie d'en parler? Bon, c'est vrai que la stigmatisation, c'est un problème qui se pose toujours. Parce qu'il y a la stigmatisation et de l'autre côté, il y a également la discrimination. Ce qui fait en sorte que certaines personnes refusent d'aller dans les formations sanitaires prendre le médicament et donc, par conséquent, refusent le traitement. C'est vrai, il y a la société, il y a nos proches qui font en sorte que quand quelqu'un a le VIH-Sida, on a tendance à rejeter la personne. Dans les formations sanitaires, lorsque le patient, la personne qui est porteuse du virus arrive, et lorsqu'elle est sous traitement, si elle souhaite, on peut lui donner le traitement en faisant un reconditionnement. C'est-à-dire la boîte initiale qui a le nom du protocole du médicament, comme vous l'avez dit, on peut le mettre dans une autre boîte, par exemple comme celle de l'Efferalgan, pour un peu détourner l'attention, voilà. Oui, atténuer l'effet, mettre la personne en confiance que même si il s'avère qu'un proche retrouve le médicament dans son sac, qui ne sachent pas que ce sont les antirétroviraux. Et maintenant, la science a tellement avancé, on boit un seul comprimé qui a 3 molécules. C'est un seul comprimé qu'on prend qui a 3 molécules. Et la prise, à des horaires fixes? À des horaires fixes. L'idéal, c'est à des horaires fixes et la prise, elle est quotidienne. Donc, c'est chaque jour. Je profite également de l'occasion, merci pour la question qui est posée, parce qu'on a les patients qui sont malades et ils ont tendance à ne pas être très observants. Ça veut dire qu'il boit le médicament aujourd'hui, il peut sauter le lendemain, il fait des séquences, voilà. Il ne boit pas, il n'est pas très observant. Or, le VIH, c'est une maladie où la prise de médicaments, elle est continue, elle est quotidienne et c'est à la même heure. Donc, il faut une certaine discipline. Et c'est à partir de cette discipline qu'on peut arriver à une charge virale indétectable? Indétectable, oui. Intransmissible. Vous voyez souvent dans les panneaux publicitaires, U égale U. Indétectable, intransmissible. Autant pour moi, I égale I. Voilà. Indétectable, intransmissible. Ça veut dire que si je prends bien mes médicaments, logiquement, je ne dois plus transmettre le virus du VIH. Ça ne veut pas aussi dire que je n'ai plus le virus de VIH. Parce que je vais élever l'équivalent à ce niveau. Il y a des patients qui prennent des médicaments et lorsqu'ils partent faire l'examen de la charge virale, on leur annonce le résultat, notamment indétectable. Ils se disent qu'ils n'ont plus la maladie. Le VIH, c'est une maladie, je dirais, chronique. Ça veut dire que le traitement est sur le long terme. Et c'est un virus, on ne guérit pas du VIH. On ne soigne pas le VIH, je veux dire. Ça veut dire qu'on soigne la maladie, mais le virus reste dans l'organisme. La science ne peut plus faire la maladie, même si on porte le virus. On est porteur du virus à vie, pour le moment. Bon, il est fort, en attendant que la science évolue et qu'on aboutit peut-être à une phase où on peut détruire complètement le virus. Mais pour le moment, on est porteur du virus. Supposons donc une maman qui a une charge virale indétectable et qui est dans un processus de faire un enfant. Est-ce qu'à ce moment, elle peut aller avec des rapports intimes sans protection avec son partenaire pour que ça se passe? Oui, parce qu'une maman, que ce soit pour une maman ou bien pour un monsieur, bon, les deux parties, oui. Lorsque la charge virale est indétectable, ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission. Ça veut dire qu'on peut avoir des rapports sexuels non protégés. C'est pour ça qu'on a les couples qu'on appelle sérodiscordants. Un couple sérodiscordant, c'est un couple où la femme peut avoir le virus et le monsieur n'a pas, ou alors le monsieur a le virus et la femme n'a pas. Lorsque le traitement est bien pris, on arrive à une phase, comme on l'a dit, charge virale indétectable. Ce qui fait en sorte que le patient, la personne qui est porteuse du virus ne peut plus transmettre la maladie lors des rapports sexuels non protégés. Mais qu'à cela ne tienne, il faut toujours se
protéger. Si on a un rapport sexuel avec quelqu'un dont on doute de son statut sérologique, parce qu'en dehors du VIH, il y a également les autres maladies. Il y a le chlamydia, il y a la syphilis, il y a l'hépatite B. Oui, donc. Et il ne serait pas judicieux de se surcontaminer parce que ce n'est pas parce qu'on a une charge virale indétectable qu'on ne peut plus être recontaminé par le virus du sida, en fait. Par le virus du sida, lorsque la charge virale est indétectable, en principe, la prise des médicaments, je ne vais pas dire que ça empêche, mais la contamination, je ne vais pas dire qu'elle est possible ou pas, mais l'idéal pour les patients, c'est de prendre les médicaments et d'être observant. Maintenant, on est d'accord, les antirétroviraux compatibles avec une grossesse, ça n'affecte pas le fœtus, on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a une question qui revient. La maman peut accoucher par voie basse ou par césarienne. Est-ce que ce sont les deux options ou bien ça se fait de façon naturellement? On ne se pose pas de questions, le bébé va venir, il va venir. Lorsque la femme enceinte, parce que le souci qu'on a, vous avez évoqué, je crois, en introduction de vos propos, l'accès aux soins. Oui, voilà. Il y a des zones où le service de soins offert aux femmes enceintes, il est réel, il est là dans les formations sanitaires. Mais le problème qu'on a, c'est les femmes qui ne vont pas faire les consultations prénatales, justement. Elles ne vont pas faire les consultations prénatales. Qui dit ne pas faire la consultation prénatale dit pas de test de VIH et donc statut inconnu. Voilà. Oui. Et lorsqu'elles peuvent accoucher, peut-être dans les cliniques au quartier ou alors accoucher sur la sage-femme accoucheuse traditionnelle qu'on appelle couramment la matrone, ça peut arriver. Et lorsque le statut n'est pas connu, la transmission, elle est assez grande pour l'enfant. La femme enceinte qui a le VIH, elle peut accoucher par voie basse ou par césarienne. Lorsqu'elle prend bien son traitement, on n'a pas de souci parce qu'on sait que le risque est maîtrisé. C'est lorsqu'elle n'est pas observante, ça veut dire qu'elle ne prend pas son traitement, c'est là que le risque de transmission est très élevé. On parle de transmission verticale qui peut se produire lorsqu'elle est en travail ou bien lors de l'accouchement. Une fois qu'on accueille le nouveau-né, lui aussi, il a droit à un traitement. Le bébé a droit à un traitement. Pour la femme infectée, bien sûr. Parce que même si elle a pris le traitement des ARV, il y a une prophylaxie qu'on donne à l'enfant. Avec la même durée à vie pour le nouveau-né ou bien c'est une période bien précise? On suppose que, puisque l'idée, certainement, c'est de protéger le nouveau-né. Oui. Ça veut dire que la prise sera sur une période bien spécifique et après on ne va pas poursuivre sur une longue durée. Période. Oui. Parce que une femme qui accouche d'un bébé, une femme séropositive qui donne naissance à un bébé, il y a deux cas de figure. Le bébé quand il arrive au monde, il est en position, on l'appelle l'enfant exposé. Que le statut de la mère soit connu ou pas, l'enfant est exposé. Donc il y a un traitement, une prophylaxie qu'on administre à l'enfant qui s'appelle la nivérapine, c'est pas sirop. On remet à la maman. Quand la maman accouche, on administre à l'enfant le temps que la maman est à l'hôpital. Et lorsqu'elle rentre, on lui donne des recommandations pour continuer à donner ce médicament à l'enfant. Maintenant, si l'enfant naît, après, il y a un examen qu'on fait à 6 semaines qui s'appelle la PCR1. Ça permet de voir si l'enfant a été exposé au virus du VIH. Et lorsque c'est négatif, il y a une autre qu'on fait qui est la PCR2 entre 9 et 18 mois. Et ensuite, on a la sérologie à 18 mois. Maintenant, lorsque l'enfant naît et que l'enfant est infecté, on le met directement sur traitement. Directement sur traitement. Ça veut dire que lorsqu'on fait la PCR1, elle est positive, on suppose, il sort de la catégorie d'enfant exposé pour être enfant infecté au VIH. Et le traitement, on le met directement sur traitement. Et c'est à vie également pour un enfant infecté. Ah, donc d'office, ça veut dire que le destin de l'enfant est scellé. Est scellé, justement. C'est pour ça qu'on sensibilise beaucoup les femmes d'aller faire des consultations prénatales. On sensibilise énormément lorsqu'une femme est enceinte, qu'elle aille se faire consulter, qu'elle fasse son test de dépistage du VIH. Et si jamais il est positif, qu'elle reste dans la continuum des soins. Parce que certaines femmes, quand on leur annonce leur statut, elles commencent à prendre le traitement, après elles abandonnent. Pour des raisons qui sont connues. Deux fois, c'est que non, elle fait le déni de la maladie, ou alors elle refuse d'accepter son statut, ou alors elle est rejetée par son conjoint, peut-être qui a su qu'elle avait le VIH, ou alors ça peut être qu'à un moment, je ne vais pas évoquer cela ici, mais il y a également les facteurs externes qui font en sorte qu'on dit à la dame qu'on peut te soigner ici, on peut te prendre en charge ici. Elle laisse donc
la formation sanitaire. Elle laisse le système de santé conventionnel et elle va vers d'autres systèmes de santé qui font en sorte on fait que... miroiter une guérison. Oui, une guérison un peu, probable, alors que c'est pas ça. Voilà. Oui, alors que c'est pas ça. Et malheureusement, quand elle revient après à la formation sanitaire avec l'enfant, son état est ça avait une condition vraiment pas déplorable. Donc l'idée ici, c'est la responsabilité de chaque maman. Des mamans surtout. Protéger et surtout garantir le bien-être de Son cet bébé, enfant, oui. du bébé. Donc nous, du moins nous toutes, hein, en tant que maman, on a ce devoir-là, en faisant le test sérologique, de protéger l'enfant qui a à naître, qui n'a pas demandé à être là, mais qui a le droit à la santé. Et s'il existe des moyens justement pour garantir cette santé-là, pourquoi pas. On va avancer en parlant des coûts, parce que parfois, on a des blocages au sein de la société où on se dit l'accès aux soins, ça va me coûter combien? Mais normalement, les antirétroviraux, pour l'heure au Cameroun, c'est gratuit. Gratuit, absolument. C'est totalement gratuit. Mais je préfère qu'on insiste parce que... sont gratuits Voilà. sur tout le territoire national. Gratuit. Gratuit pour toutes les personnes qui vivent avec le VIH-Sida et même pour les enfants. La prise en charge, elle est gratuite. Ce sont même des priorités. Les enfants sont prioritaires. Ainsi que la femme enceinte et la voilà. femme allaitante. Donc, ils ont un package de soins qui sont gratuits. Le test de dépistage du VIH, il est gratuit également pour les femmes enceintes et même pour les enfants. La prise en charge, elle est gratuite. L'examen de la charge virale, il est également gratuit. Ça veut dire que le système de santé a mis tout en place pour que les femmes enceintes, les enfants et même la population générale puissent bénéficier des services de soins gratuitement. Le VIH est gratuit. Et je pense que tout le monde l'a suivi, mesdames, et on n'aura plus de raison pour dire, par exemple, oui. pour évoquer, je ne prends pas mes médicaments, peut-être parce que je n'ai pas. Et il est possible pour les femmes, peut-être vivant dans des zones où elles n'ont pas accès à ces zones, à des soins de santé. Si d'aventure, on ne sait pas, peut-être l'idéal aurait été que chaque région ou chaque localité soit dotée d'un centre de santé ou bien d'une formation sanitaire à même de prendre en charge ces femmes-là. Mais si vous arrivez dans une formation sanitaire et que vous êtes enceinte, la première information ou bien ce dont vous avez droit en tant que femme enceinte, c'est un test de VIH qui est gratuit. Qui est gratuit, oui. Gratuit, on ne vous demandera rien. Peut-être à la limite votre carnet de santé parce qu'il faudrait visiblement peut-être mettre, mais à la limite vous avez droit à un test VIH gratuit et l'idée derrière c'est de protéger le petit être qui n'a pas demandé à être là mais qui a soif de vivre. Et puisqu'on parle de ces enfants et il est question de garantir leur santé, il y a un aspect qui fait quelquefois polémique et qui, ma foi, les réseaux sociaux n'aident pas finalement. C'est la fameuse vaccination. Et je vais prêter ce petit carnet à Ara. Je pense que toutes les mamans, du moins normalement au Cameroun, toutes les mamans sont censées connaître ce petit carnet bleu. Il est remis à chaque maman dès la naissance du petit bout de chou. Tout à fait. Ce carnet de vaccination, c'est un peu comme la carte nationale d'identité sanitaire du petit bout de chou lorsqu'il va à l'école Tout à fait. maternelle. Dans toutes les écoles au Cameroun, on vous le demandera. Pourquoi c'est important? Le vaccin, c'est quoi pour? Parce que je pense que beaucoup de mamans ne comprennent pas ce que c'est. Okay, thank you very much, Adrienne. I think while we are trying to celebrate, we are preparing to celebrate the International Women's Day, it was important for us to come out as part of the celebration to remind our mothers, our sisters, our daughters on the importance of vaccination. Given that the mother is at the front line in charge directly, in charge of the baby's health, just like you said, we should know in basic terms what we can say about vaccine. Vaccine is a product or like a product that is introduced into the human system that helps the human system to be able to fight diseases. So, because normally
the immune system of every organism it has some natural capacities, but it's not enough. Moi, justement, en parlant du système immunitaire, on sait qu'à la naissance, l'enfant bénéficie déjà pour les premières semaines des anticorps de la maman, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait renforcer cela. C'est pour ça qu'il est, normalement, si on parle du programme élargi de vaccination, pour ceux qui sont sous le ciel du Cameroun, le programme élargi de vaccination est fait de telle enseigne qu'il y a des vaccins encadrés, c'est-à-dire à l'échelle du pays. Et grâce à ce petit carnet, vous verrez que chaque enfant a droit normalement de 0 à 9 mois à un type de vaccin gratuit. Maintenant, à partir du 9e mois, il y a des vaccins qui sont payants, mais normalement des vaccins de base, normalement le gouvernement s'arrange à ce que ces enfants-là y aient accès. C'est dire l'importance du droit à la santé. Maintenant, la spécialiste que vous êtes, vous nous direz par exemple, quels sont, est-ce qu'on peut parler en termes de vaccins prioritaires pour un enfant? Ok, si on veut parler de la priorisation, avant de parler, il faut déjà que j'apporte une correction. Voilà. La vaccination de nos enfants, c'est gratuit jusqu'à 24 mois. Voilà. Il y a un calendrier qui est vraiment inscrit sur la carte. Lorsque chaque maman regarde, elle verra. Ara, c'est très important. Maman, lorsque vous êtes dans nos quartiers, là, je préfère parler comme on parle souvent. Lorsque vous êtes dans nos quartiers là, et que vous me dites souvent, je ne veux pas vacciner un enfant parce que je n'ai pas d'argent. Le vaccin est gratuit. La spécialiste a parlé de 0 à 24 mois. Certain. Yes, but it's not. Oui, pas tout. Oh, yes, ouais. C'est pas tout. Le vaccin, nous avons les vaccins de 0 à 24 mois. Par la suite, on a les vaccins pour les adolescents de 9 ans, filles, garçons, et puis les vaccins pour les femmes enceintes, justement pour continuer à protéger la maman et le bébé. Donc, en parlant des échéances, nous avons cette première étape qui va de 0 à 24 mois, mais il y a la possibilité de rattraper pour ces enfants qui n'ont pas pu respecter le calendrier jusqu'à 5 ans. OK. Donc, pour ces mamans qui ne sont pas encore à jour, il y a encore cette possibilité de rattraper les vaccins des enfants gratuitement. Vraiment, il faut insister là-dessus. Ce vaccin-là jusqu'à 5 ans. Donc, disons, si on parle de vaccin prioritaire, ça sera un peu trop dit. Il y a un calendrier bien établi. Donc, l'État a bien voulu donc regarder avec les analyses scientifiques et voir avec quel le vaccin contexte est important dans le contexte bien sûr. Donc tous ces vaccins sont inclus là. Par la suite, au-delà, bon, il y a les vaccins en pharmacie où les mamans peuvent au choix, voilà, au choix vraiment. Voilà. Mais nous pensons que en suivant ce carnet, normalement, lorsque l'enfant a déjà suivi son carnet, vraiment, il est couvert. Il est couvert. Voilà. Je pense que l'un des premiers, c'est le BCG. Oui, voilà. Exactement. Il faut dire qu'en parlant du calendrier vaccinal, pour l'enfant, il y a le premier vaccin, bien sûr, c'est le BCG qui lutte contre la tuberculose. Et par la suite, l'enfant est attendu à 6 semaines. Il y a une série de vaccins. Donc, contre plusieurs. Et le BCG est très important pour les mamans qui, on sait le plus souvent à la naissance, on aime faire des câlins au bout de jour. Tout à fait. Ce sont des êtres très sensibles. Et si vous pouvez éviter, il faut le faire jusqu'à ce que le bébé ait ce vaccin BCG très important qui le protège quand même des virus. Nous adultes, il y a un certain type de virus qu'on peut supporter, mais le nouveau-né parfois n'aura pas la même capacité à faire face à ces virus. Exactly. And it's important to say that in our system, generally in each health facility where the woman puts to birth, she has the possibility of getting her child vaccinated before going home. So it's very important while after giving birth, the mother should ask if at all the health personnel has not proposed the vaccine, they should ask. And if it happens that that facility doesn't offer vaccination services, they will be oriented towards the nearest facility with the vaccine. So it's very important. Dans tous les cas, les déserts sanitaires, on les a.
mais ça ne couvre pas l'ensemble du pays. Il y a toujours une option, il y a toujours des possibilités, parce qu'aujourd'hui, le plateau, si on procède à une carte sanitaire du Cameroun, que ce soit le public ou le privé, il y a un dispositif qui est fait notamment, même aussi au niveau du privé, certains types de vaccins, la maman y a droit et y a accès. Donc, il ne faudrait pas, parce qu'on est peut-être, on dit, j'ai accouché là, il y a une orientation qui est faite. Et tous les spécialistes de santé et les professionnels de santé vous le diront et vous accompagneront dans le processus là, parce qu'ils ont été formés pour ça, c'est-à-dire garantir votre santé et la santé de votre nouveau-né. Maintenant, si on revient au contexte du Cameroun, où on a fait le Cameroun, vous le savez, comme la plupart des pays à travers le monde, aucun pays n'a été épargné par les différentes pandémies. Si on revient à la pandémie de Covid-19 qui n'est pas encore totalement passée parce qu'on a des résurgences dans certains pays. On a également la fameuse pandémie de Pox qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des pandémies qui n'ont pas malheureusement aidé, qui ne vous aident pas forcément puisque autour, lorsqu'on parle de vaccins, il y a beaucoup de choses ou bien d'experts, pseudo-experts qui vont prendre la parole et naviguer à contre-courant. Pendant que vous, les experts de la santé, les professionnels de la santé, vous encouragez la population à se faire vacciner, on aura aidé par les réseaux sociaux qui permettent à plus d'une personne ou bien à tout le monde aujourd'hui de prendre la parole et de s'exprimer. Vous êtes confrontés à un discours qui, les sceptiques, et ces discours-là n'aident pas forcément et ont un impact sur les mamans. Et si on revient justement aux enfants, on aura beaucoup d'enfants aujourd'hui qui, même à l'école, lorsqu'on a des campagnes nationales, ne pourront pas se faire vacciner parce que les parents n'osent pas ou ne croient pas ou bien croient en la désinformation. Ok, merci Adrienne. Je voudrais dire que l'impact des réseaux sociaux, il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Et il faut dire aussi que la plupart des personnes qui véhiculent des messages, surtout quand ce n'est pas vrai, ce sont des personnes vraiment qui ont d'autres objectifs. Généralement, ils veulent les likes, ils veulent les commentaires, donc les choses qui vont faire... le bad buzz pour se faire connaître. Pour se faire connaître. Malheureusement, la population qui aussi... généralement à cette tendance, vous savez, quand c'est le buzz, c'est ça a tendance à être une logique de suivisme. Donc, voilà, donc nous, ce que je pourrais dire à nos mamans, nos sœurs, nos filles, c'est que vraiment chercher la bonne information à la bonne place. Donc, même dans les réseaux sociaux, il y a vraiment des véhicules de communication sur la vaccination chez des bonnes personnes, c'est-à-dire les experts que vous pouvez... faire confiance. Et donc, toujours est-il, la vaccination est très importante pour... En parlant justement de vaccination, pour les mamans qui sont curieuses, et je vais le dire comme ça, aujourd'hui, tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Sur vos plateformes réseaux sociaux, si vous êtes au Cameroun ou même en dehors du Cameroun et que vous voulez avoir le process en termes de vaccination pour les enfants ou bien pour votre futur enfant, et que vous entendez mettre au monde sous le ciel du Cameroun, c'est simple, hein? Le programme élargi de vaccination, vous avez sur Twitter, X, ancien Twitter, vous pouvez avoir accès au programme élargi de vaccination. Vous avez aussi des sites du ministère de la Santé publique où vous aurez toutes les informations. Et bien plus, vous avez des formations sanitaires qui sont tellement avancées aujourd'hui, qui vous proposent également en ligne des accompagnements. Donc, tout est mis en place aujourd'hui si vous avez ces facilités-là de pouvoir être informé et ne pas sombrer dans le processus de désinformation qui, ma foi, va finalement plus vite que la bonne information. Exactly, Adrienne. So, mothers should take note that having the right information is very important. Else we'll run into some kind of problems, because the vaccine, it's very important to say that the vaccine is free. It's economical, because if you have a sick child
the time you have to spend in the hospital, the money you have to spend, it's a whole lot. You see that it's better to vaccinate your child and be and stay away from certain diseases. Okay, and the vaccine is effective, so it has been proven. Si on parle par exemple de méningite, une maladie qui est extrêmement fatale pour les enfants, lorsqu'un enfant est vacciné, est-ce que on ne va pas rentrer dans l'expertise des médecins, mais on va aller plutôt dans une logique de si j'ai un enfant vacciné qui par exemple va faire, prenons le cas par exemple même d'une grippe, ou si je vaccine mon enfant, est-ce qu'il fera la grippe au même degré qu'un enfant qui n'a pas été vacciné? Ok, c'est important de dire que lorsque l'enfant reçoit le vaccin, il est vraiment à l'abri, donc dans une très grande mesure, à l'abri de la maladie. Maintenant, s'il arrive que l'enfant entre en contact avec le gène, vraiment, les conséquences ou alors la manifestation sera vraiment atténuée. Et il faut aussi dire que en vaccinant, c'est important qu'il y ait, on a ce qu'on appelle l'immunité collective. Ça veut dire que lorsque je vaccine mon enfant, il est aussi important que vous vaccinez le vôtre. Sinon, on est en train de laisser l'espace pour que le gène évolue. Mais si, par exemple, mes enfants sont vaccinés, tous les enfants sont vaccinés, le gène, naturellement, sera vraiment hors jeu. Donc. Voilà, ça nous ramène au contexte scolaire quand on disait que ce carnet qui veut nous échapper mais que nous allons récupérer, on disait qu'il était très important parce que lorsque vous soulevez l'immunité collective, ça veut dire que normalement chaque élève de la maternelle devrait l'avoir, non pas l'avoir pour l'avoir, mais l'avoir parce que cet enfant est véritablement vacciné et que la maman ou bien les parents auront pris le soin que l'enfant ait suivi toutes les étapes de la vaccination telles que prévues par le programme élargi de vaccination, qui n'est pas un programme anodin. Il a toute sa place et je pense que les experts ont tablé là-dessus pour nous, pour protéger justement ces enfants-là. Parce que imaginons dans une salle de classe, on aura peut-être 2, 3, 4 enfants vaccinés et le reste non vaccinés, ça continue à exposer. Ceux qui sont vaccinés seront toujours exposés aux germes, quoi qu'on fasse. Oui, ils sont exposés, mais il faut dire à des degrés moindres. Très bien. À des degrés moindres, comme vous venez de le signifier. Est-ce que ce carnet, on le garde à vie? Ou à un moment donné, on s'en passe? Ok. Adrien, il faut savoir que vous avez dit vous-même au début que c'est comme la carte d'identité du bébé, en fait, et jusqu'à l'âge adulte. Puisque ce carnet, ça résume aussi, parce que ce carnet, ça résume la vie de cet individu. Et donc, il faut aussi dire que pour les mamans, il y a les vaccins qu'on donne, tétanos, diphtérie. Il y a 5 doses à prendre. Et on commence dès la première grossesse. Maintenant, pour une femme qui a eu son carnet bien gardé et qu'on a les preuves qu'elle a pris certains de ce vaccin, les doses sont réduites. Donc, ça passe de 5 à 3 doses. Donc, vous voyez que c'est vraiment un document à garder jalousement, comme nous gardons... Mais tous les documents officiels du l'acte de naissance. L'acte de naissance, exactement. Donc, c'est aussi important que ça. Et il faut aussi dire que ce document, ça peut... il y a ça même des portées juridiques. Ça peut arriver que... par exemple, même à l'ambassade, on utilise peut-être pour transcrire les différents vaccins dans la carte internationale de vaccination, certains pays qui exigent certaines vaccinations. Donc, c'est vraiment un document à bien garder. Et lorsqu'on donne aux mamans ce carnet, généralement, il y a souvent une petite pochette qu'on donne pour bien préserver ce carnet. C'est dire toute l'importance. Maintenant, on va s'intéresser, vous aussi, vous n'êtes pas épargné par les idées reçues, notamment malgré l'évolution de la science, comme vous avez pu nous le démontrer, les idées reçues persistent sur les patients séropositifs. Malheureusement.
on ne peut pas manger avec eux. Oui, beaucoup de tabous. Beaucoup de tabous alimentent cette maladie, beaucoup. Beaucoup, justement, comme vous évoquez, Madame Adrienne, beaucoup de tabous alimentent ces maladies, notamment on ne peut pas saluer quelqu'un qui a le VIH, on ne peut pas manger dans le même plat que quelqu'un qui a le VIH, on ne peut pas faire du sport ou alors une activité sportive ou bien quelconque avec quelqu'un qui a le VIH. Pourtant, c'est faux. Puisque les modes, est-ce que c'est possible qu'on évoque justement les modes de transmission du VIH? Ok, merci donc pour la question. Je vais donc renchérir en évoquant les modes de transmission. Le VIH ne se transmet pas déjà par la salutation. À la base, c'est un virus. Ce n'est pas le virus de la grippe. Comme la grippe, que si j'éternue et le mouchoir, quelqu'un l'utilise, je peux avoir... Non, ça ne se passe pas comme ça. Le VIH je vais évoquer les 4 principaux modes de transmission du VIH. Le premier, c'est la voie sexuelle. Je crois que c'est connu, beaucoup le disent dans tous les documents, même à l'école primaire. À l'école primaire, on connaissait l'ABC du VIH. Premier mode, c'est la voie sexuelle, par contact sexuel, lors des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un qui est porteur du virus. Et je vais encore approfondir mes propos, qui est porteur du virus, qui ne prend pas bien son traitement. Parce que si je ne donne pas ces précisions, c'est un peu comme si je suis en train de me contredire. Parce que dans la première phase d'échange avec toi, on a évoqué qu'un couple, une femme enceinte peut avoir des rapports sexuels non protégés. J'ai dit que oui, c'est possible. Donc c'est pour ça que je trouve important de préciser rapport sexuel avec quelqu'un qui est porteur du virus et qui ne prend pas bien son traitement. Ce qui suppose qu'il a une charge virale détectable. Merci. Détectable. Il a une charge virale détectable et lorsqu'on a un rapport sexuel non protégé avec la personne, il est fort probable que la personne nous transmet le virus. Les femmes qui nous écoutent, notamment mes soeurs, mes tantes, elles m'ont dit comment? Oui, mais avec le rapport sexuel, le VIH est présent dans les sécrétions. 4 principales sécrétions. La première, c'est les sécrétions vaginales. La seconde, c'est le liquide spénal, c'est-à-dire quand l'homme éjacule, le liquide qui sort peut contenir le virus du VIH si la personne est malade. L'autre, c'est les sécrétions anales. Et l'autre, c'est le lait maternel. Oui, bien que la quantité soit réduite, mais c'est présent également dans le lait maternel. Donc, lors de rapports sexuels non protégés, les 3 causes que j'ai évoquées sont là. Vaginale, sécrétion anale et également le liquide spénal. Donc, ça, c'est le premier mode de transmission par voie sexuelle. Le second, il peut y avoir pas de transfusion sanguine. Même comme le risque est moindre, parce que dans les formations sanitaires, il y a tout un dispositif d'assurance qualité qui est pris pour s'assurer que le sang qu'on transfuse à quelqu'un n'a pas les maladies au préalable. Mais il y a des erreurs qui peuvent arriver. C'est un peu comme une femme peut accoucher, même si elle a accouché dans le plus grand hôpital du Cameroun, il peut y avoir des erreurs qui ne dépendent pas forcément des prestataires de santé, qui peuvent dépendre des causes externes, mais qui peuvent avoir un impact sur le déroulement de l'accouchement. C'est la même chose avec la transfusion sanguine. Il y a la transfusion sanguine. L'autre de mode, il y a les objets souillés. Excusez-moi, je vais... Non, allez, on va vous laisser le temps de souffler. Oui, on va poursuivre avec Ara, le temps de revenir sur la séropositivité. Parlons un peu de... lorsque je m'engage dans un contexte, comme on l'a dit, de désinformation, et que je me dis, tous mes enfants vont être vaccinés. Le plus souvent, si on prend le cas, jusqu'à date, pour pouvoir administrer certains types de vaccins, lorsqu'on veut, par exemple, protéger les enfants contre la polio, vous arrivez à faire du porte-à-porte. Quelles sont les réactions? Est-ce que vous avez le sentiment que la population est portée par cette volonté d'immunité collective, où il y a encore des barrières qui peuvent être culturelles, je ne sais pas moi, ou liées à la désinformation purement et simplement? Ok, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que le porte-à-porte, ce n'est pas seulement lors des campagnes. Il arrive aussi que nos personnels de santé, ils ont ce qu'on appelle le rattrapage de la cible. Donc, dans leur registre, lorsqu'ils retrouvent une maman qui n'est pas
venus à la date de vaccination. On cherche déjà à savoir peut-être le numéro de téléphone. Et maintenant, quand c'est dans les coins reculés où tout le monde connaît tout le monde, on peut aller même jusqu'à chez elle. Jusqu'à chez elle, mais ce n'est pas vraiment le mode recommandé. On voudrait que les populations viennent vers le personnel de santé voilà, pour cela. Ça rend le travail plus facile. Mais juste pour dire qu'on peut avoir le personnel de santé devant le chez nous pour regarder, vérifier est-ce que l'enfant est à jour. Tout cela, c'est vraiment pour concourir à attraper ou alors rattraper toute la cible non vaccinée. Donc, c'était juste par rapport à la porte-à-porte. Maintenant, les difficultés que nous avons déjà évoqué les réseaux sociaux vraiment qui pose vraiment une grande menace. Voilà. Qu'à cela ne tienne, nous avons des personnes qui ont déjà compris, qui ont bien compris et qui se portent garant, qui accompagnent les personnels de santé en comme communauté. Des leaders communautaires, bien sûr. Il y a même aussi les parents comme ça, parce que je prends un exemple, il y avait une maman elle refusait le vaccin et son enfant a fait la rougeole très grave. Donc heureusement pour nous, l'enfant là était guéri. Donc cette maman, elle a pris sur elle. Vraiment, parce que son environnement, on savait que toute sa zone était réfractaire à la vaccination. Maintenant, c'est cette maman qui s'est portée garant à sensibiliser son voisinage et c'est comme ça que les personnels de santé ont pu vacciner et rattraper tous les vaccins manquants dans cette zone. Pour dire que bien qu'il y a des difficultés, mais ça n'empêche qu'on avance, ça n'empêche qu'on cherche à surmonter les différentes barrières que l'on retrouve dans le cadre de l'adhésion des populations à la vaccination. Ce qui nous amène simplement à dire chapeau, mesdames, pour le travail que vous faites au quotidien, qui n'est pas des plus évidents, parce que vous évoluez parfois dans un contexte extrêmement réfractaire et vous réussissez tout de même à briser ces barrières-là au nom de la santé de la population. Un travail de titan que vous faites avec Munici au quotidien. Si on prend seulement la région du littoral sur les 9 autres régions du Cameroun, c'est dire l'ampleur de la tâche. Chapeau pour tout ce que vous faites. Et lorsqu'on parle de santé, je tiens à rappeler aux téléspectateurs que ce soit le littoral, tout récemment, ce sont des régions qui sont régulièrement, du fait de la forte pluviométrie, exposées aux maladies hydriques. Et certaines maladies hydriques, justement, on peut, par exemple, comme le choléra, et il faut prendre plaisir à accueillir les agents vaccinateurs chez vous pour protéger ces bouts de chou, parce que autant vous aimez les voir jouer, gambader autour de vous, face à la maladie parfois, je ne voudrais pas qu'on soit dans un contexte où on se dit que c'est les conséquences qui nous conseillent, mais qu'on anticipe justement sur ces conséquences-là et qu'on se dise, un enfant de cette taille, normalement, il ne peut pas tenir face à une charge lorsqu'on a des germes ou des bactéries qui attaquent notre système immunitaire. Anticipons, vaccinons nos enfants pendant qu'il a encore temps et, ma foi, ce sera notre premier devoir de parents de garantir le droit à la santé, parce qu'avant de demander ce que le gouvernement fait pour nous sur ce plan-là, il faudrait que nous-mêmes, en tant que parents, qu'on prenne notre responsabilité. C'est l'une des raisons de notre émission Moi Femme. Surtout rappeler, on parle de leadership féminin, il faudrait que ce leadership aussi s'étende dans le domaine de la santé. Et je pense que vous êtes mieux placées, mesdames, pour savoir l'esprit qui prévaut ou qui prédomine lorsque nous parlons, lorsque nous nous retrouvons tous les samedis. C'est pourquoi nous avons ramené Miranda et Esther sur ce plateau justement pour parler du VIH-Sida, le désir d'avoir un enfant malgré la séropositivité et la vaccination qui est primordiale. Et notre rêve pour les jours à venir, que la recherche puisse déboucher sur un vaccin contre le VIH-Sida pour nous épargner aussi de ça. On ne parlera plus à ce moment-là de charges indétectables, mais peut-être on dira que, comme c'est le cas depuis un certain temps au Cameroun, déclarer zéro polio, qu'on arrive à déclarer le Cameroun aussi VIH-free
comme c'est le cas avec Polio Free. Oh, yes. Donc, malgré le fait qu'on ne vit pas sur un continent isolé, on sera toujours exposé parce qu'il y a des allées et venues, la libre circulation, mais nous-mêmes, nous devons prendre la responsabilité de garantir notre sécurité. On va sortir justement en revenant un peu sur la femme, puisque tout à l'heure, avec le chat dans la gorge, on n'a pas pu... le dernier élément qui était primordial pour que les mamans comprennent, c'était les voies... transmission verticale de la mère à l'enfant lors de la grossesse et lors de l'accouchement. Donc c'est le 4e mot. J'ai évoqué, pour faire un rappel, mémoire, j'ai évoqué 3 mots, notamment les rapports sexuels non protégés. Ensuite, on a la transfusion sanguine, on a les objets souillés, à savoir peut-être une lame, les aiguilles, les seringues, tout ça, c'est possible. Et l'autre mot, c'est la transmission verticale. De la mère à l'enfant. De la mère à l'enfant. C'est-à-dire que si vous êtes séropositif, vous ne mettrez pas bébé au sein. On ne va pas allaiter l'enfant si la charge est encore détectable. Oui, justement. Si la charge est détectable, il n'est pas conseillé, il n'est pas recommandé d'allaiter. Justement, merci pour la question parce que ça nous permet d'évoquer ce second point. L'allaitement maternel pour la femme séropositive. Bon. C'est une question qui a encore beaucoup d'incompréhension et comme ça va dans tous les sens, les gens n'ont pas la bonne information. La femme enceinte qui a le VIH et qui accouche, elle peut allaiter son bébé, c'est possible. Mais elle doit faire l'allaitement unique. Soit elle allaite exclusivement, soit elle utilise l'allaitement, le lait artificiel exclusivement. Elle ne peut pas faire l'allaitement mixte. Elle ne peut pas faire l'allaitement mixte. Ce n'est pas recommandé pour une femme séropositive. Ça, j'apprends. Je suis à l'école. Poser la question, pourquoi? Oui, pourquoi? Justement. Même déjà pour une femme normale. Le personnel de santé recommande exclusivement l'allaitement maternel pour les 6 premiers mois. Voilà. Et lorsqu'on fait l'allaitement mixte ou artificiel, parce que beaucoup de mamans font, on se connaît avec nos sœurs, elles font l'allaitement mixte. Le lait artificiel, je ne vais pas dire qu'il n'est pas de mauvaise qualité, mais il a tendance à créer des lésions dans la paroi intestinale de l'enfant. Des lésions fines qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Et lorsque la femme séropositive, qui est le cas de notre sujet, elle donne les 2 types d'allaitement. L'allaitement artificiel, s'il s'avère que les lésions ont été créées et qu'elle allaite avec son sang, il est fort probable que le virus, surtout si elle a une charge virale détectable, se transmet à l'enfant par cette voie. Donc, dans la paroi intestinale de l'enfant, les lésions, le virus va s'introduire à l'intérieur et l'enfant sera donc contaminé. Merci pour cette information. C'est important de le signifier, de le préciser et de lever des zones d'ombre parce que justement, il y a un débat, j'allaite ou j'allaite pas. Dans tous les cas, le médecin m'a demandé de le faire et à la maison, on fait tout le contraire. On mixe, oui. On ne comprend pas pourquoi trop il a demandé qu'on n'allaite pas. Ou alors même quand il explique, elle estime que non, mais pourquoi je n'allaite pas. Ou alors d'autres n'allaitent pas carrément et lorsqu'on leur pose la question, elles sont incapables d'expliquer pourquoi. Bon, je veux aussi lever un équivoque, je ne veux pas que ça va dans tous les sens. Il y a les femmes enceintes qui n'allaitent pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont séropositives. Oui, parce que c'est important d'aborder ces précisions. Justement, c'est important. Ce qui est recommandé, c'est d'allaiter son enfant de 0 à 6 mois, tout au moins. Oui. Maintenant, il y a des facteurs qui entrent parfois en jeu qui font que certaines mamans ne vont pas allaiter, mais ce que l'OMS recommande, c'est quand même allaiter son enfant de 0 à 6 mois. Et c'est ce que nous-mêmes, nous faisons écho à cela parce que l'allaitement maternel permet de garantir, de protéger l'enfant. Et on sent l'importance de l'allaitement lorsque le bébé est parfois malade et que c'est la seule façon pour le bébé de se nourrir. Et il n'y a rien de plus rassurant que ce contact de peau à peau où l'enfant se sent rassuré malgré la maladie. Donc, on encourage vivement les femmes à allaiter leurs enfants. Allaiter, oui. Ou celles qui peuvent. Maintenant, même si on est dans une situation où le statut sérologique, il faudrait suivre les recommandations du médecin. Oui, du médecin. C'est l'allaitement maternel ou artificiel et non mixte. Voilà. C'est dit. Ara, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et je vais dire que ça a été un réel plaisir d'être avec vous et d'échanger avec vous sur des questions aussi sensibles. Et je suis
je me réjouis d'avoir en face de moi des femmes parce que je sais que sur le terrain, vous êtes mieux placés pour comprendre et parler aux femmes parce que le plus souvent, entre nous les femmes, on a des codes et on a des mots qui nous permettent de transmettre plus facilement une information d'une maman à une autre. Merci pour le travail que vous faites au quotidien. Merci Miranda. Et à travers vous, je voudrais remercier la délégation régionale de la santé pour le littoral Cameroun, remercier un département bien spécifique du programme élargi de vaccination pour le littoral Cameroun, tout comme je remercie également votre département qui est chargé de tout ce qui est le groupe technique régional de lutte contre le VIH. Voilà. Je le dis pourquoi? Parce que mettre à disposition des femmes comme vous pour qu'elles viennent nous édifier sur ce plateau. On sait votre agenda qui n'est pas des plus légers avec ce que vous avez à faire au quotidien. Je tiens à dire merci aux différents responsables qui nous ont ouvert les portes de la délégation. Merci. Et j'espère que, comme ils nous regardent, ils comprennent ce message. Ah, oui, merci aussi Adrienne. Il faut dire que les femmes de la délégation de la santé du littoral sont à pied d'œuvre dans l'organisation des activités autour de la célébration de la célébration. Nous avons commencé avec l'investissement humain. Par la suite, une marche sportive où on a arrêté les placards de sensibilisation. Et il y a déjà en ce moment, depuis lundi, les ateliers de formation sur des petites choses que les femmes doivent savoir. Je crois que nous avons couvert certains de vos ateliers où vous avez appris aux femmes à confectionner ces accessoires, des chapeaux. Je pense aussi qu'il y avait des contenants de bouillon. Voilà, les additifs, comment contenir les additifs alimentaires qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Vous avez donné des astuces aux femmes, comment fabriquer soi-même son propre cube, parce que lorsque je parle d'additifs, certaines ne vont pas comprendre comment vous pouvez fabriquer votre cube. La délégation de la santé a organisé des ateliers pour la sensibilisation des personnes sur les différentes maladies, comment lutter, l'importance aussi de la vaccination bien évidemment, et tous les autres programmes de santé. Et puis nous avons bien évidemment le défilé. Voilà. La parade du 8 mars où toutes les femmes vont prendre part avec joie. Et cette émission, c'est justement pour faire écho à ces événements-là. Et je tiens à préciser qu'une chose que nous avons eu à constater à la délégation de la santé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer à la délégation de la santé. Ils sont accueillants, ils vous répondront naturellement. Et n'ayez pas peur, c'est pas parce que c'est l'administration qu'on ne vous répondra pas. Et ne vous dites pas qui suis-je pour aller à la délégation de la santé. C'est à Bonanjo, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, où on trouve tout le gotha administratif. Si vous allez, vous passerez forcément devant les services du gouverneur avant de vous y rendre ou vice-versa. Mais dans tous les cas, on vous ouvrira les portes. Et on vous accueillera. So anytime, any day, our doors are open. Dans tous les cas, vous avez vu, elles sont chaleureuses. Merci. Merci Miranda, merci Esther. Thank you. Mesdames, vous savez, samedi, ça passe très vite. Nous, on se retrouve dans 7 jours. Et comme je le dis, pour ceux qui le savent, les habitués de Dash TV, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, simplement, vous l'avez compris, Akiba. À plus. Bye.